Manon Poulain. Je trouverais ça très intéressant, en fait, de vous entendre depuis le début parce que je trouve que c'est positif. On voit qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans, qui essayent de trouver des solutions. Ma question, ça serait au niveau justement pour les cours d'eau, pour la prévention des inondations. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait concrètement pour essayer de diminuer justement les débordements des cours d'eau. Qu'est-ce qui est fait? Il y a beaucoup de... Je sais que Daniel pourrait répondre aussi là, de son côté. Là. Nous, de notre côté, là, c'est sûr que, comme j'expliquais tantôt, là, au niveau de la chenalisation, là, tout ce qui a été fait, puis tout ça, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de projets là, qui s'en viennent là, en lien avec le fait de recréer des milieux humides, essayer de garder l'eau sur les territoires. C'est quand même de 85 à 98 des milieux humides qui sont disparus au travers de toute la colonisation qu'on a eue du territoire. Fait que c'est majeur. En même temps, le défi, c'est comment on va faire maintenant pour garder l'eau sur les territoires un peu plus, pour éviter que cette eau-là, finalement, se rende directement au cours d'eau puis qu'elle finisse par créer les débordements. Je sais que nous, au niveau des risques des inondations, il y a des éléments, mais je sais que la MRC sont actifs aussi. Disons que les milieux humides, c'est le dernier dossier qui apparaît. Et puis, si on avait eu cette réflexion-là bien avant, on n'aurait peut-être pas canalisé des cours d'eau pour les mettre en ligne droite plutôt qu'en sillon. On n'aurait peut-être pas drainé certains endroits. Puis là, maintenant, bien, quand on veut vendre la protection des milieux humides, bien, on a juste à parler d'inondation, dire que c'est des éponges, et puis que ces éponges-là, on doit les garder. C'est parce que si on écrase l'éponge, ça s'en va directement dans la ville ou dans le village voisin. Fait que ça, c'est les milieux humides. L'autre aspect, c'est des plans de gestion des zones inondables. Il y a des zones inondables qui, peut-être que, comme à Montmagny, on travaille sur un projet de recréer des milieux humides pour un petit peu aider la partie inondable. Relever des fois une rue aussi, ça peut être une manière, une rue qui a été abaissée en 1960 en pensant pas qu'il y avait des inondations, puis c'était pas grave dans ce temps-là, des inondations. Dans les constructions, mais pas faire de sous-sol fini, mais à une certaine hauteur. Fait que ça va être la gestion des risques. C'est là-dessus qu'on va travailler. Puis aussi, bien, les municipalités, maintenant, quand ils font un développement, ils doivent faire des bassins de rétention. Et ça ne doit plus s'en aller directement dans le cours d'eau. Fait que chaque projet domiciliaire doit avoir un bassin de rétention. Puis nous, on intervient actuellement avec le COBARIC, qui est l'organisme de bassin versant de la rivière Chaudière, donc dans le secteur de Sainte-Marie, et on aménage des jardins de pluie. Donc, mais là, on parle, c'est pas un bassin de rétention, là, comme dans un développement domiciliaire, mais c'est chez un particulier, c'est une infrastructure qui est de plus petite taille qui retient l'eau de pluie et qui va la relâcher plus lentement dans l'environnement. Donc, de recréer ces rôles d'éponge-là là, pour éviter que les cours d'eau se surchargent puis que les rivières produisent des coups d'eau. Sur les terres publiques, il y a beaucoup de chemins forestiers qui se créent. Et puis là, présentement, à la table G, on a déjà parlé, c'est de peut-être fermer des chemins. Puis il y a maintenant des nouveaux régimes d'aménagement forestier qui vont aussi... il va y avoir plus de réflexion sur les fossés puis le rejet des fossés. Il ne faut pas que ça se rejette, le fossé. Il ne faut pas que ça se rejette dans un cours d'eau, mais plus dans la nature, dans la forêt, avant de tomber dans le cours d'eau. C'est que ces préoccupations-là sont de plus en plus importantes là, en matière d'aménagement forestier ou agricole aussi. Agricole, ça peut être des bassins de rétention dans les zones agricoles. Là où on a un petit peu de problème, c'est la Commission de protection du territoire agricole qui dit que faire un milieu humide en zone agricole, c'est pas faire de l'agriculture. Fait que là, il va falloir se débattre avec la Commission de protection du territoire agricole pour pouvoir faire des milieux humides en zone agricole. Mais... Puis la nouvelle loi 132 aussi elle apporte des éléments quand même intéressants au niveau de la gestion de l'eau. C'est que maintenant, quand il y a empiètement sur un milieu humide, la fonction, finalement, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de perte nette. Ouais. Donc là, finalement, il va y avoir un processus de compensation qui a été créé, ce qui fait qu'il y a des argents qui vont être récupérés puis qui vont être redonnés pour recréer des milieux humides. Fait que là, il y a quand même un bel espoir là, de recréer des assises. Là, il y a un bel espoir, puis il y a beaucoup de jobs pour les biologistes. Quand on parle de milieu humide, encore Canard est limité, j'imagine, qui est impliqué beaucoup dans ces réalisations-là. Canard limité, mais les organismes de bassin versant, c'est sûr que gagnent en popularité, si on veut, puis avec d'autres instances aussi. Là.
régional. Puis il y a vraiment, je pense, une volonté là, de vouloir réaménager, là, puis de protéger de plus en plus les milieux humides. Comme je disais tantôt, c'est 85 à 98 de ces milieux-là qui sont disparus. On reconnaît toute l'importance maintenant au niveau de la régulation des débits, au niveau des fonctions écologiques aussi, au niveau de l'eau potable. À quelque part, l'eau qu'il y a dans nos sols, elle provient de quelque part. Donc, c'est des éléments qu'il faut faire de plus en plus attention. Là, ça, c'est sûr. Oui, bonjour. Je me présente, Jean-François Dubé. Je suis président de la coop de gestion forestière des Appalaches à Sainte-Apolline, pas tellement loin de Montmagny. Nous, à Sainte-Apolline, on fait de la biomasse depuis longtemps. C'est nous qui fournit l'hôpital depuis pas les tout débuts. Là. Il y a eu un autre fournisseur avant nous. Tout ce que j'entends ce soir, dans le fond, autant au niveau de la gestion des cours d'eau, autant au niveau de la gestion des matières résiduelles, autant au niveau de l'électrification, c'est que pour être efficace, il faut être cohérent. La cohérence, c'est un peu la clé de tout ça. À l'heure actuelle, il y a un éléphant blanc à Montmagny, on en a parlé un peu tantôt, et c'est le gaz naturel. Hein? C'est 46,7 millions de fonds publics, si je ne m'abuse, pour une énergie fossile, une énergie qu'on sait qui est non renouvelable, qui provient de la fracturation hydraulique des gaz de schiste, à vaste majorité. Donc, si ceux qui se rappellent les images sensationnelles, ça, c'était la madame aux États-Unis qui allumait sa champlure, hein, qui faisait couler le robinet, puis l'eau allumait. Là. Donc, c'est ça qu'on va avoir à Montmagny. Pour des raisons, je l'ai entendu tantôt, ça a été dit très clairement, économiques. La Chine, à l'heure actuelle, construit des centrales au charbon encore en quantité astronomique pour des raisons économiques, il faut se le rappeler. Donc, nous, ce qu'on se demande à la CGFA, on participe à l'heure actuelle à la réutilisation au comité là, du Fonds Éco-Leader pour l'utilisation des matières résiduelles, la valorisation des matières résiduelles, principalement des usines de deuxième, troisième transformation dans le milieu forestier. Nous, on a une capacité à l'heure actuelle de ramasser tous ces matériaux-là. On a déjà une rencontre de prévue avec Mme Bousquet, avec Mme Fortin. Ce qui nous manque, c'est des marchés. C'est bizarre à dire, hein? Mais il nous manque des marchés. Puis à l'heure actuelle, les marchés potentiels qu'on vise, ils attendent le gaz. Ils attendent le gaz. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une énergie verte, une énergie propre, une énergie qui est locale, dans un contexte d'économie circulaire, des circuits courts, et ce à quoi on s'oppose, bien pas qu'on s'oppose, mais ce qu'on rencontre sur notre chemin, c'est des fonds publics investis massivement pour des gaz qui proviennent de l'Ouest canadien, qui proviennent du Middle West des États-Unis, venir nous faire concurrence chez nos propres clients qu'on détient à l'heure actuelle. Donc, la cohérence, on ne la sent pas, je vous dirais, on ne la sent pas du tout. On est à la recherche depuis un peu là-dedans, on est un peu mêlés. Je ne vous compterai pas de mentir, on se demande qu'est-ce qui se passe. Vous aviez une question à poser à ces gens, ce serait quoi? Ce serait comment vos organismes respectifs perçoivent la cohérence, justement, de l'avenue du gaz à Montmagny, alors qu'il existe des solutions, on a parlé tantôt, à tout ça. Autre. La position de la MRC, c'est qu'elle appuyait le projet de gaz naturel, de prolongement d'énergie à la demande des entreprises en fonction de leur méthode de transformation actuelle. C'est vrai, c'est un débat de société au-delà un peu de nos compétences à la MRC. C'est tout ce que je peux répondre à ça. Hein. Est-ce que vous pourriez donner une idée, M. Dubé, une entreprise qui voudrait se correspondre à votre énergie, est-ce qu'il y a des investissements à faire? Moi, je veux dire quelque part pour des informations. J'en profite pour vous dire, les autres qui sont dans la salle, lorsque vous voudrez parler, simplement levez votre identification, de personne n'en parle. Oui, c'est sûr que quelqu'un qui veut convertir sa chaufferie à la biomasse, par exemple, va avoir des investissements, tout comme si elle voulait passer du mazout à l'électricité. Ce n'est pas les mêmes équipements, évidemment. Normalement, les équipements sont relativement similaires. C'est sûr qu'il y a plus de pièces mobiles, peut-être, mais à l'heure actuelle, on a un projet avec Nature Québec qui s'appelle « Chauffer à la biomasse forestière », mobilisation des communautés dans Chaudière-Appalaches.
Donc, on s'est associé à la Fédération des coopératives québécoises du Québec, son service Forêt-Énergie. On est avec Nature Québec, je l'ai déjà dit, plusieurs conseils régionaux d'environnement pour essayer de développer la chauffe à la biomasse forestière dans Chaudière-Appalaches. Ce projet-là permet à l'heure actuelle de faire une évaluation gratuite du potentiel de conversion de toute industrie, usine, institution qui voudrait faire la conversion vers la biomasse. Donc ça, c'est en cours. Je vous invite à nous contacter. Ça coûte 0. Et notre objectif avec tout ça, c'est de faire 50 évaluations et d'amener 6 projets jusqu'à la conversion, là, des chaudières au mazout ou peu importe, là, au gaz ou au propane, jusqu'à l'utilisation de la biomasse. Et il existe des fonds via, le nom du fonds m'échappe, c'est... enfin... Ça peut-il que ce soit un peu méconnu comme de l'apport, puis vous visez des industries, vous visez des entreprises? J'imagine que vous êtes déjà à l'hôpital. On est déjà... Il y a peut-être d'autres institutions publiques, des écoles ou à quelque part où est-ce que vous pourriez investir, alimenter le marché? Oui, bien, on a eu ces rencontres-là, mais on attend le gaz à ces endroits-là. Donc, à l'heure actuelle, je ne les nommerai pas. Là, je ne veux pas être méchant, c'est des clients potentiels. On les aime. Non, mais je ne veux pas identifier, mais je veux dire, il n'y a pas juste Montmagny non plus. On parle de 2 MRC. Oui, mais nous, dans le fond, notre projet couvre Chaudière-Appalaches de Thetford Mines à aller jusqu'au Bas-Saint-Laurent. Parce que moi, j'ai cru comprendre qu'ils n'iront pas plus loin que Montmagny. Là, le bout, il va arrêter non, là. nous, on peut livrer jusqu'à Lévis. À l'heure actuelle, on livre déjà de la biomasse à Pont-Rouge. OK. Je suis un producteur de bois. Il y a des projets avec les municipalités, par contre, parce que c'est des missions qu'on a fait pour aller voir un petit peu les chaufferies en France, là, le Saint-Just, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Euphémie, des villages comme ça, là, qui souvent, bien, comme tu disais, comme vous disiez, là, c'était l'école ou le bâtiment municipal, un centre communautaire, puis une résidence personnes âgées. Ça, c'est, en tout cas, au niveau de la MRC, Jean-Louis a travaillé fort pour inciter les municipalités à regarder vers la biomasse. C'est très intéressant. Là où on n'a pas senti cet engouement-là, là, c'est au niveau des entreprises là, qui ont des systèmes, puis peut-être par méconnaissance ou par manque de technologie, mais étaient plus portés à aller vers le gaz naturel selon leur demande. Là. Est-ce que la grève du CN, à un moment donné, a pu sensibiliser les gens à la proximité de la matière, puis ça pourrait aider une organisation comme la Cour en tout cas, je pense que ça aide le projet de gaz naturel à entendre certains producteurs agricoles qui disaient que s'il y avait eu le prolongement du gazoduc vers ici, il y aurait pu avoir il n'y aurait pas eu à attendre le propane. Là-dessus, c'est ce qu'il disait. Là, oui, mais des séchoirs à grains qui marchent aux granules forestières, là, ça existe. Bon, ben. Puis, je ne sais pas si vous avez vu l'article de Louis-Gilles Franqueur, là, un ancien commissaire du BAP, samedi dans la presse, qui disait que lui, je pense que c'est en 83, il y avait déjà des technologies électriques pour... Monsieur Têtu, lui, ben, il était interviewé, justement, et puis il disait qu'il avait fait l'étude, puis... C'était pas assez de production pour que ça fonctionne au granule. Mais ça, c'est un agriculteur qui a dit ça suite à une étude que je ne connais pas. Là. Je ne suis pas expert dans le domaine de l'énergie. Pour de la chaleur, là, il y a assurément des alternatives. Quand le procédé industriel a besoin d'une flamme pour faire quelque chose autre que de la chaleur, là, il faut aller vers de l'électrique, puis c'est là où l'équipement joue. Mais la biomasse peut remplacer énormément d'utilisation des combustibles fossiles. Mon nom, c'est Anne-Marie Berthion. Moi, je fais partie de Montmagny en transition et je suis aussi de la mobilisation environnementale régionale qui a été fondée tout à fait récemment. Là, je ne sais pas trop par où commencer parce que, en fait, le thème ce soir, c'est l'environnement et les changements climatiques. Et je trouve qu'on a parlé beaucoup d'environnement, mais les changements climatiques vont avoir un impact considérable sur l'environnement. Et je pense qu'il faudrait qu'on donne un certain temps à ce thème-là. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est difficile de trouver des panélistes pour parler de cette problématique-là, parce qu'il n'existe pas d'intervenants en changement climatique nulle part. C'est comme, je dirais, un sujet qui passe dans la craque du plancher d'à peu près toutes les organisations. C'est justement ce dont personne ne parle. Parce que c'est peut-être un sujet trop à conséquence. Ça demande un très grand effort d'adaptation, mais aussi de changement de notre mode de vie. Et ça, avant, on pouvait dire, il y a 30 ans, on va le faire tranquillement, mais là, devant l'urgence des changements, de la crise climatique,
On n'a plus de temps devant nous. Et justement, la problématique du gaz, je vais y revenir parce que, dans le fond, pourquoi ce projet-là est particulièrement problématique, c'est qu'auparavant, on pouvait dire on va prendre 40 ans pour rentabiliser le projet. Mais là, 40 ans, on est en 2060. En 2050, on devrait vivre dans une société carboneutre, c'est-à-dire ne plus dégager de gaz à effet de serre que l'environnement ne pourra pas capter. Alors, on a un gros problème. L'autre problème qu'on a, c'est que ici à Montmagny, effectivement, on a pu avoir accès, dans le fond, tout à fait récemment, à des données sur le projet de gazoduc au moment où il a été déposé à la Régie de l'énergie. Et j'ai pris un peu de temps là, pour aller voir les données, puis les comparer avec d'autres projets de gazoduc, comme par exemple à Thetford Mines et dans Bellechasse. Et ce qu'on constate, c'est que justement, le premier projet est en 2012, le second en 2015. Là, on parle de 2020. Mais en fait, de ces trois projets-là, il y a continuellement des différences, soit une diminution de la demande, c'est-à-dire que le besoin est de plus en plus faible. Le coût est de plus en plus élevé au kilomètre de conduite. L'autre chose aussi, c'est que la réelle économie évaluée de réduction de gaz à effet de serre diminue aussi du fait probablement que c'est plus du propane qui va être remplacé. Il n'y aura pratiquement pas de mazout, qui fait que le gain environnemental, on peut dire qu'il est nul. Mais là, moi, j'ai fait le calcul que le projet de 47,6 millions, si on regarde les 22 clients sous contrat, il y en a à peu près 10 qui ont vraiment un volume significatif. Ce qui veut dire que, d'après mes calculs, c'est 85 % de la subvention qui va servir à brancher 10 clients. Ça, c'est 4 millions par entreprise d'argent public. Alors, je me dis, peut-être qu'il y a des projets antérieurement qui étaient particulièrement attrayants et justifiés, mais moi, comme citoyenne, je me demande, est-ce que c'est là que je veux que le gouvernement mette son argent? Et ce que je dis, c'est qu'à la place, dans le milieu ici qui a vraiment besoin d'aide, je pense à réaliser des projets innovants, moi, j'aimerais vraiment mieux que ces fonds-là servent à convertir justement des entreprises, mais pas juste des entreprises, des organisations, des municipalités, pour que tout le parc des bâtiments, finalement, soit sur des énergies renouvelables. Alors, tu sais, je me dis, regarde, on dit que c'est des choix, mais qui fait ces choix-là? Est-ce que le citoyen est appelé... Je retiens, madame, ce que vous dites. Oui. Mais, à quelque part, j'aimerais que vous soyez capable d'identifier les projets que vous voulez identifier, parce que c'est intéressant. Et de deux, est-ce que c'est les gouvernements ou les gens, et non ces gens-là, qui ont pris les décisions pour ce projet? Non, mais en fait, c'est qu'on est là pour débattre. Oui, c'est pour ça que je vous disais... De ces questions-là. De quelle façon on est capable... C'est quoi les projets? Vous dites, j'aimerais qu'on investisse dans des projets qui sont plus innovants. Bien, donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est que j'aimerais que les mains... Ce que je dis, c'est que, dans le fond, si on regarde effectivement le défi des changements climatiques, c'est qu'on doit cesser d'utiliser les hydrocarbures fossiles sur 20 ans idéalement, 30 ans maximum. Alors, donc, c'est qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on utilise, comment on peut remplacer ces hydrocarbures-là et faire le changement dès maintenant. Alors, c'est de l'ordre du chauffage, c'est des transports, etc. Alors, moi, ce que je dis, c'est que autant les entreprises qui veulent se brancher sur le gaz que toutes les autres organisations qui ont recours à des hydrocarbures fossiles doivent faire la transition vers des énergies vertes. On parle d'électricité, on parle de biomasse, on parle d'éoliennes, d'énergie solaire. Mais ça, ce changement-là, c'est pas dans 50 ans, là. C'est dans 20 ans qu'il faut l'avoir fait. Je vous demande, c'est quoi vos projets innovants, madame? Vous dites, j'aimerais ça qu'on investisse dans des projets innovants à la place. Moi, je vous dis, le 47 millions, moi, j'ai aucun problème. Moi, je ne suis pas d'un bord ni de l'autre. Moi, je dis, vous avez le 47 millions demain matin, vous le mettez dans quel projet, votre 47 millions? Quel projet? C'est dans les utilisateurs, ceux qui consomment des hydrocarbures fossiles. Que ce soit des entreprises ou des municipalités. Nous, moi, je n'ai pas la liste des entreprises ou des bâtiments qui sont chauffés présentement au propane. OK, les projets innovants ne sont pas identifiés. OK, on est à la même place, c'est correct. Oui, je n'ai pas accès à cette information-là. Mais qu'on chauffe mon école avec la biomasse, exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse. Bien oui, mais effectivement, mais est-ce qu'on est sûr que cette information-là se rend aux entrepreneurs qui disent « je veux avoir le gaz », tu sais? Alors, donc, moi, c'est ça que je me dis. Si on fonctionne toujours sur un ancien modèle,
Oui, mais Bellechasse, ils ont eu le gaz. Nous, on veut l'avoir aussi, mais c'est parce qu'il y a des alternatives maintenant qu'il faut regarder. Alors, on est rendu ailleurs, OK? Puis moi, je pense qu'il y a des jeunes autour de la table. C'est pour eux particulièrement qu'il faut le faire. Parce que là, nous, il y a des générations qui s'en viennent. Et nous, on est en train vraiment là, de créer un problème climatique mondial irréversible. Les changements climatiques, tout le monde s'inquiète. Est-ce que la population, est-ce que la conscience sociale est assez développée aujourd'hui pour s'inquiéter des changements climatiques? Bien, en fait, moi, je pense que les gens en entendent parler, mais sont complètement démunis devant ça. Puis ce qui arrive, c'est que comme il n'y a pas de niveau décisionnel régional auquel on a accès, qui se préoccupe de ça ou qui en parle, c'est très, très difficile. Bien, je me dis, on tourne en rond, là, tu sais. Moi, ce que je dirais, juste pour terminer, parce que je sais qu'il faut laisser la parole à d'autres, mais, par exemple, moi, j'ai la chance de faire partie de la municipalité de Lillet et de faire partie du comité consultatif en environnement qui a été formé. C'est la seule municipalité qui a été chercher des subventions pour faire une évaluation des risques reliés au changement climatique et qui s'est dotée d'un plan d'adaptation au changement climatique qui a été adopté au printemps 2019 et qui va mettre en œuvre ces mesures-là avec l'aide des citoyens. Mais là, j'ai regardé, là, il n'y en a pas d'autres dans Chaudière-Appalaches, ou du moins tel que rapporté sur le site de Phare Climat. Mais effectivement, quelle municipalité a son bilan de gaz à effet de serre, a un plan de réduction de gaz à effet de serre? Quelle municipalité se préoccupe de ça et se donne des outils? Alors, moi, je vous dis, là, il faut commencer par ça. On suit ce que Lillet fait. On trouve ça intéressant. Là, on a vu aussi qu'est-ce que Lillet a fait. Puis peut-être que ça va être un des projets qui sera dans nos municipalités. C'est un exemple. C'est justement le but de parler des choses que personne ne parle pas. Exactement. Et je vais vous répondre que tantôt, vous avez fait allusion aux panélistes. Et les gens qui ont travaillé sur la production de cette émission en ma compagnie pourront vous dire que c'était excessivement difficile de trouver des panélistes pour venir parler d'environnement à cette émission-là, parce que les gens ne veulent pas venir parler d'environnement. Effectivement. Et je vous dirais que je peux même traduire au niveau de la politique canadienne. Il y a un député qui est élu pour le gouvernement qui est quand même assez populaire en environnement. Comment se fait-il qu'il n'a pas été nommé ministre dans l'environnement? Mais quelque part, je veux juste vous montrer un exemple que quand on parle d'environnement dans nos communautés, c'est des sujets qui sont délicats. En fait, c'est pas l'environnement qui est délicat, c'est les changements climatiques. Oui. C'est pas la même chose. C'est ça. Oui, effectivement. Puis, moi, je suis consciente aussi d'une chose, c'est que s'il n'y avait pas un projet de gazoduc, ça serait beaucoup plus facile de parler de ces sujets-là. Mais il y a comme une omerta. Tant que le tuyau n'est pas passé, il ne faut pas aborder ces sujets-là. Il ne faut pas que ça nuise à la réalisation du projet. Parce que c'est sûr que ce projet-là, au niveau environnemental... Mais, je dis, madame, on va arrêter de parler de ça. Ce n'était pas l'objectif de parler de ça. C'était parler dans la globalité. Oui, oui. Puis justement, à un moment donné, c'est qu'on veut arriver tantôt, puis une question, la jeune Greta, qui, à quelque part, a fait parler beaucoup d'elle. Je voulais justement qu'on ait les commentaires pour que les jeunes en parlent. Puis on n'a pas abordé beaucoup la question des changements climatiques, parce qu'on s'attend justement à ce que l'Assemblée l'amène, cette dynamique-là. Oui. À partir du moment où on prend 10 minutes pour parler de ça, quand on sait qu'à quelque part, vous allez nous apporter le sujet, bien moi, je vous remercie de l'avoir apporté, le sujet, pour qu'on soit capable d'en parler. Puis la conscience sociale des gens, c'est très important. Puis à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est la politique des petits pas. Hein. Ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, si dans d'autres rencontres qu'on a faites, il y a des petits pas qui ont été posés. Effectivement. Bien, si la somme des petits pas permet d'améliorer nos communautés, on va tous être gagnants. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut faire un grand pas. Une chose est sûre, personne n'en parle, c'est la thématique de ça me fait plaisir d'en parler, puis soyez assurés que je n'ai pas peur d'en parler. Je veux dire, habituellement, je suis capable d'assumer mes idées. Intéressant de savoir qu'en culture, exemple, lors d'une soirée sur la culture, a suivi au lendemain de ces efforts qu'on a fait à Personne n'en parle, des rencontres entre les deux MRC, entre le secteur de Lillet-Montmagny, donc par les citoyens. Donc, moi, je pense beaucoup qu'on est un peu une petite bougie d'allumage. La balle nous appartient. À vous, madame, de vous nommer. Monsieur veut parler? Oui, juste pour amener un élément de précision, il y a 5 ou 6 municipalités dans Chaudière-Appalaches qui ont fait leur bilan de gaz à effet de serre. C'était souvent dans le cadre des programmes qui étaient financés par la Fondation canadienne des municipalités. Le défi, après, c'est de mettre ça en œuvre. Comment une municipalité qui prend connaissance de ça va être en mesure d'amener les correctifs, tantôt dans son parc de véhicules, tantôt dans son parc de bâtiments. Ça prend beaucoup d'efforts, puis l'accompagnement est rare. Mais
Ça se fait, il y en a qui entreprennent ce genre de choses-là, puis l'ILA est un bel exemple. Mais il y a aussi des exemples à l'échelle du Québec où il y a des MRC qui ont décidé d'embarquer dans des démarches carboneutres, donc Masquinongé, qui est une MRC qui nous ressemble un peu jusqu'à un certain point, là, donc une ruralité forte, puis à proximité de Trois-Rivières, qu'on pourrait comparer à Lévis jusqu'à un certain point, là, donc en périphérie, qui, eux, là, c'est pas la MRC qui pilote le sujet, le projet à elle seule, là, est accompagné par la SADC locale, mais c'est un projet qui permet justement d'évaluer les bâtiments municipaux, l'apport des citoyens, l'apport des entreprises. Puis nous, on les regarde aller là, de très proche. Là. La dynamique est intéressante. Puis on s'est inspiré un peu de cette démarche-là pour entreprendre une démarche territoriale sur le territoire de la MRC de Lotbinière. Donc à travers une initiative qui s'appelle Demain Lotbinière, où les groupes socio-communautaires sur le territoire se mobilisent puis essaient de comprendre les enjeux climatiques. On comprend que ce n'est pas dans leur quotidien faire ça. Puis il y a un apprentissage, puis il y a des citoyens comme vous là, qui s'investissent dans différents comités dans un but tout à fait d'améliorer la résilience de ces communautés-là, puis de faire en sorte que la qualité de vie de ces milieux-là s'améliore. C'est possible d'être positif là, dans des actions en adaptation au changement climatique. Là, on le voit partout. Puis je pense que ces exemples-là, ben, on peut s'en servir ailleurs là, pour au moins amener les sujets puis essayer de trouver des solutions communes. Là, parce qu'il y en a il y a des superbes initiatives à avoir partout sur le territoire. Merci. Je trouve ça... oui, c'est bon. Bien, je trouve ça intéressant, parce qu'on a parlé de petits pas. En fait, les changements climatiques, c'est vraiment quelque chose qui se joue à tous les paliers. Il faut arrêter d'attendre que d'autres paliers prennent des décisions pour nous. Oui, dans le meilleur des mondes, il y aurait des lois plus restrictives en environnement, il y aurait des lois qui feraient payer les entreprises qui utilisent une trop grande part qui rejettent trop de carbone. Mais en fait, à tous les paliers, ça peut se jouer les changements climatiques. Je pense le 27 septembre dernier, où il y avait la journée mondiale de grève pour l'environnement, le Cégep de la Pocatière, puis son extension, le Cégep de Montmagny, a décidé de se regrouper. Et là, on prenait les points de vue des étudiants, des professeurs, on faisait des discussions, on avait des conférences. Et là, il est ressorti différentes idées qui pourraient être ajoutées à la politique de développement durable du Cégep de la Pocatière, que ce soit de meilleure efficacité énergétique, donc changer des fenêtres, s'assurer qu'on garde l'énergie qu'on utilise pour chauffer, ou que ce soit installer des bornes électriques pour aider les professeurs à se déplacer. Donc, ça joue vraiment à tous les paliers. En tant que citoyen, on peut faire quelque chose. En tant qu'école, en tant qu'entreprise, on peut tous faire quelque chose. Puis aussi, on parle surtout des villes, mais il y a toujours moyen d'arrêter d'attendre que les autres paliers fassent quelque chose. J'espère avoir été clair. Les changements climatiques, en fait, c'est le plus grand défi qui nous est donné actuellement dans notre société. Puis si on échoue, la planète va continuer d'exister, mais l'humain, peut-être pas. Quand on pense environnement, on pense faune, on pense flore, mais est-ce qu'on pense à l'humain? On est dans un milieu où on vit une décroissance du nombre de personnes qui occupent le territoire. Décroissance, est-ce qu'on peut parler de décroissance économique? En tout cas, peut-être pas actuellement, mais c'est l'enjeu dont on nous parle quand on dit qu'on a besoin du gaz. Je peux préciser, Desjardins, l'étude novembre 2019, Bellechasse, MRC, croissance, indice de vitalité de 9 Montmagny, moins 1,9 Lillet, moins 4 Bon, merci pour les chiffres. Ça parle. Donc, les changements climatiques nous incitent à prendre des mesures maintenant. Mais les mesures, c'est tout le monde. C'est le citoyen, les organisations, les commerces, les entreprises. C'est tout le monde si on veut réussir. Et moi, j'aimerais savoir si, dans notre milieu, on a commencé à se réunir pour se doter d'un plan stratégique pour atteindre des objectifs concrets, parce que les scientifiques nous disent qu'on a 10 ans pour agir. Il ne faut pas attendre dans 10 ans, il faut agir
maintenant. Et récemment, j'ai mis la main sur un livre intéressant, c'est Saint-Camille, le pari de la convivialité. Saint-Camille, c'est un petit village dans l'Estrie où sa population a décru considérablement au fil des années. Un petit village qui avait 1200 habitants s'est retrouvé avec 400 personnes. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se donne comme plan pour arriver à survivre? C'est un livre que je vous encourage à lire, mais là-dedans, il y a tout un plan aussi qu'on pourrait suivre. Moi, j'invite nos élus, j'invite les entreprises du milieu, j'invite toutes les organisations. Je me souviens, il y a 40 ans, j'ai travaillé à un projet qui s'appelait les Centres communautaires d'économie d'énergie. Et à ce moment-là, on avait 8 mois pour mettre en place des projets très précis, puis on était 8 travailleurs. On est allé rencontrer tous les organismes du milieu, et chaque organisme a pris un petit peu de responsabilité. De responsabilité, c'est ça. Ce qui fait que ça a donné des résultats qui sont là aujourd'hui. Les jardins communautaires, la récupération de papier, les serres solaires, je pourrais en nommer toute une liste. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut aujourd'hui mettre en place une structure, se donner un outil pour agir? Monsieur Racine, vous siégez à la table de la MRC. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Vous siégez à la table de la MRC. Des plans, oui, on a des plans de toutes les sortes, des plans de développement des communautés, des plans de développement de la zone agricole, des plans de gestion des zones inondables. Un plan de gestion de lutte au changement climatique, non, on n'a pas. La réponse est non, on n'a pas. Probablement, ça va être dans l'actualité des prochaines années. On n'a pas, mais dire qu'on n'a pas de plan de développement des communautés, ce serait non. On en a. Mais par contre, des plans de lutte au changement climatique, non, on n'a pas. Sûrement, on va voir apparaître ça dans différentes organisations, mais pour l'instant, on n'a pas sur le territoire ni de Montmagny, ni de Lillet, mis à part l'initiative de la municipalité de Lillet. Moi, je trouve que qu'est-ce qui manque présentement, on a plein de belles discussions, je veux dire, mais dans la société, ce qui manque, c'est vraiment la prise de conscience. Puis tous les coûts en lien avec les perturbations climatiques, on n'entend presque pas parler. C'est facile de faire relever un programme de compensation quand il y a un désastre qui arrive, mais à quelque part, c'est quoi la somme cumulée de toutes les énergies qui ont été mises en lien avec ces désastres-là qu'on ne comptabilise pas, puis qu'à quelque part, qui font partie de la société? Puis là, on arrive à un point maintenant où les sphères en lien avec le développement durable deviennent complètement débalancées. On avait le côté économique, on avait le côté social, puis on avait le côté environnemental. Puis avec tout ce qui se passe présentement, c'est que le côté environnemental est en train de prendre le dessus, puis a été délaissé en même temps pendant de nombreuses années. Puis là, il est en train de prendre le dessus sur les autres sphères. Puis là, le danger de ça, c'est qu'à un moment donné, on ne sera plus capable de concilier le développement économique avec les perturbations environnementales. Puis là, on se rapproche de plus en plus de ça. On recule dans les années. Fort McMurray, ça date de pas si longtemps que ça. Avant ça, il y a eu le Triangle noir, il y a eu le dégât du déluge, il y a eu un tas d'inondations depuis ce temps-là. Puis là, on parle seulement d'au Canada. Mais en tant que tel, dans le monde, il se passe de plus en plus de désastres aussi. Puis je pense qu'on arrive à un point là, où il va y avoir une rupture. Puis c'est le débalancement aussi au niveau des saisons, au niveau de la faune. Moi, je suis biologiste, je suis capable de lire dans la nature, puis je vois plein de choses. Les oies qui n'arrivent plus tout à fait au même moment, telle espèce qui est en train de migrer de plus au nord pour être plus à l'aise au niveau de sa niche écologique. Donc, il y a de plus en plus de dynamiques comme ça qui s'instaurent. Puis ça va être difficile à ramener de plus en plus. Puis ce qui nous sauve présentement, c'est l'eau. C'est le pourcentage d'eau qu'on a à la surface de notre planète qui est beaucoup plus important que les continents, puis qui va se réchauffer, puis qui va se réguler le climat, qui va se réchauffer moins vite. Donc, c'est vraiment la capacité thermique de l'eau présentement qui nous sauve, parce qu'on génère tellement de chaleur, puis en même temps, on débalance le système. Beaucoup plus d'évaporation, donc des tempêtes beaucoup plus fortes, des ouragans qui remontent beaucoup plus haut. Donc, c'est tout cet équilibre-là qu'il faut recréer, puis c'est pas compliqué. Moi, je pense que ça passe beaucoup par le rôle de l'arbre. Il faut replanter des arbres, il faut recréer des structures qui sont dynamiques, qui vont freiner le vent, qui vont ralentir la fonte des neiges, il faut ramener l'eau sur les territoires. Toute la masse thermique de l'eau qu'on avait sur les territoires qu'on n'a plus,
Cette eau-là, elle a été chenalisée, est partie. Donc, c'est toute cette dynamique-là qu'il va falloir remettre en place. Puis ça ne sera pas évident. Puis c'est cibler des superficies à reboiser, c'est planter les arbres, c'est de créer une stratégie. Moi, quand j'entendais parler là, du fonds vert, puis il faudrait les investir dans des infrastructures pour nous faire sauver de l'essence, moi, il y a de quoi qui ne marche pas. Il faut recréer de la nature. Ça a commencé par ça. On est issu de la nature, on est issu de la forêt. On est des enfants de la nature. Il faut la recréer maintenant, la nature. C'est ça qui va nous sauver. Ça prend un point tournant à un moment donné pour être capable de dire, bien, écoute, on fait quoi? Je comparais avec l'industrie forestière quand l'artiste Richard Desjardins a sorti l'Aurore boréale. À un moment donné, on comprendra tous qu'il y a eu une sensibilisation à la grandeur du pays pour dire, à un moment donné, notre forêt, il faut mieux la gérer. À un moment donné, probablement qu'au niveau de l'environnement, il va falloir qu'il y ait quelque chose pour dire, bien, écoutez, notre environnement, peut-être aussi qu'il va falloir mieux le gérer. Je voudrais ajouter quelque chose. J'adhère à une grande partie des propos. Par contre, il faut garder encore un peu d'espoir qu'on peut faire changer les choses, puis que l'avenir est ouvert encore. C'est-à-dire qu'il y a énormément de possibles. La sensibilisation des gens, l'accès à la connaissance. Il y a eu le groupe Ouranos, qui est un groupe de spécialistes sur le climat, là, qui œuvre au Québec, a fait des projections pour le Québec, puis la Chaudière-Appalaches en fait partie. Là. Le territoire a été découpé en tuiles à peu près de 10 km par 10 km. Puis on est capable de faire des projections sur la température moyenne, minimale, maximale par mois sur 20, 30, puis 50 ans devant nous. Et il y a des opportunités dans les changements climatiques pour une région comme la nôtre sur certains aspects, mais il y a aussi des débalancements qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Là. Donc, c'est pas blanc ou c'est pas noir. Là. Il y a une zone grise. On n'est pas dans une zone qui est en train de se désertifier à vitesse grand V. Là. On est dans une zone qui se réchauffe. Sur les 30 prochaines années, notre climat là, sur le littoral ici va ressembler à ce qu'il y a actuellement au sud du Québec. Là. Donc, Hemingford. Hemingford. Donc, des Noëls blancs là, vont devenir plus rares dans 30 ans dans des régions comme ici. C'est possible. Donc, mais on sait déjà à quoi ressemble ce climat-là dans le sud du Québec. Les producteurs agricoles sont capables de parler aux producteurs agricoles qui sont là-bas. Ils ont des défis, c'est-à-dire on n'élève plus les animaux de la même manière parce que des besoins de ventilation, de climatisation dans certains élevages, ce n'est pas une réalité chez nous, mais c'est une réalité au sud du Québec ou en Ontario. Par contre, il y a des plantes qui poussent mieux dans ces climats-là. Donc, c'est d'apprendre à prévoir l'avenir. Mais le plan qu'on n'a pas, là, il est beaucoup basé sur la connaissance de ce qui s'en vient. Ça, il commence à avoir des spécialistes au Québec. Il faut leur porter attention parce que c'est avec eux qu'on va être en mesure de planifier. Puis, il y a des gens qui vont avoir des problèmes beaucoup plus importants que nous à court terme. Là, c'est les peuples qui habitent plus au nord au Québec où l'effet du réchauffement est accéléré. C'est-à-dire que on parle du fameux 1,5, 2 ou 2,5 degrés. Ça, c'est une moyenne mondiale. Au Québec, c'est déjà davantage là, parce qu'on est au 45e parallèle. Mais dès qu'on monte plus vers le nord, ça va être un différentiel de 5, de 6 degrés qui est à prévoir. Donc là, les écosystèmes vont avoir de la difficulté à suivre. Mais ici, je pense qu'il faut apprendre à travailler ensemble. Merci de votre éclairage. Ça conclut bien. Vous savez, la soirée avance. On va prendre un dernier 30 secondes de la salle, s'il vous plaît. Une toute petite question qui porte à réflexion. J'aimerais savoir si vous trouvez juste et équitable que les 46 et quelques millions qui sont prévus pour la construction de la desserte du gaz servent à augmenter les gaz à effet de serre dans un contexte où on a des villages en décroissance puis d'autres entreprises qui auraient besoin d'aide financièrement. Nos villages aussi en auraient besoin pour faire la transition. Est-ce que c'est juste et équitable, d'après vous? Je pense que vous l'avez dit, c'est une grande question. Vous faites réfléchir tout le monde, madame.
Et souhaitons que le but de la soirée de Personne en parle nous amène à réfléchir peut-être avec plus de gens une prochaine fois. Merci de votre questionnement. Merci. Peut-être, moi, un dernier mot, je me permettrai un petit clin d'œil. J'ai vu cette caricature qui m'a fait sourire. Je voulais sauver un arbre, mais il est en plastique. C'est l'arbre de Noël. Moi, je vous dirais, bien, écoutez, je ne veux pas votre réponse, mais est-ce que vous voulez sauver un arbre? Je vais donner la parole à notre modératrice qui n'a pas eu souvent à se lever lors de nos 4 rencontres. Elle s'est levée ce soir, elle était sur le bord de sa chaise. Elle était sur le bord oui. des Écriteaux. Alors, simplement vous dire, lorsqu'on a posé la question à la Bibliothèque de Montmagny, qu'est-ce qui nous manquait comme service? Monsieur Philippe Cadieux, directeur adjoint, nous disait il manque le débat démocratique. Puis, pour un premier exercice, pour une 4e rencontre, je pense qu'on arrive à se parler. Hein? C'est un sujet où on marchait sur une mince ligne ce soir et on a réussi à faire un débat éclairant et qui va nous emmener plus loin, je l'espère. Donc, merci Philippe, c'était une bonne idée de parler de débat à la Bibliothèque de Montmagny. Je donne la parole à Mme Mireille. Oui. Alors, j'ai un privilège et je vais l'utiliser juste pour rétablir un élément qui est très important. Au niveau du dossier du gaz, le nombre qui est indiqué est la quantité minimale au niveau pour le dépôt. Toutefois, ce n'est pas la quantité d'entreprise qui sera représentée, bien évidemment. Alors, juste pour le préciser à ce moment-ci, sur le nombre que vous avez énoncé, tout simplement. Pour conclure, je tiens à remercier des entreprises qui nous permettent de tenir ces forums. Nous en sommes au 4e et le dernier pour l'année 2019. Alors, ces forums sont rendus possibles grâce à la collaboration de notre députée ministre, Mme Marie-Ève Proulx, de Desjardins Entreprises, du journal Loi Blanche, de Nous TV, de la Chambre de commerce de Montmagny et bien évidemment de notre bibliothèque de Montmagny. Sur ce, je nous dis rendez-vous pour la prochaine édition, assurément, en 2020, parce que Personne n'en parle a fait sa marque cette année et nous devons poursuivre dans cette lignée. Alors, à vous tous et à vous toutes, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, bon repos et revenez-nous en forme pour poursuivre les débats en 2020. Merci.